Bonjour à toutes et à tous. Alors, quels sont les thèmes qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui? Il y en a quelques-uns. Vous l'avez vu, la thématique de la table ronde, elle est assez large. Hein. Le rôle de l'ETA avec l'exploitant agricole, vous me direz, c'est très ouvert. Le thème est donc particulièrement large. De quoi on va parler? On va essayer de parler d'avenir, surtout, parce que c'est ça qui nous intéresse. L'évolution de votre métier, les attentes, bien sûr, des exploitants agricoles, les évolutions technologiques, et Dieu sait s'il y en a, l'évolution aussi de l'ensemble de la profession agricole, et puis vos propres enjeux. On va arriver à mettre en place des petits panneaux, mais je ne suis même pas sûr qu'ils soient absolument indispensables. Voilà, c'est parfait. Donc, 3 intervenants, je vous les présente. Donc, François Purcell, qui est professeur, sociologue, directeur à l'ENSAT. L'ENSAT, c'est l'École nationale supérieure d'agriculture de Toulouse, en l'occurrence. Voilà. Qui va nous livrer un peu le fruit de ses travaux et de ses recherches sur les évolutions de votre métier. Monsieur Sébastien Prin, qui est responsable du marché de l'agriculture à la Confédération nationale du crédit mutuel. Alors, il va nous dire, bien sûr, quel est l'engagement d'une banque mutualiste avec vous, mais aussi ce qu'il constate en termes d'évolution de vos métiers, de vos besoins, de tout ce qui se passe pour l'avenir, enfin, tout ce qui va se passer, en l'occurrence. Et enfin, monsieur Pierre Lebéif. Alors, vous êtes président des jeunes agriculteurs de Normandie, mais bienvenue. En fait, c'est vous qui nous accueillez ici, puisqu'on est sur vos terres. D'ailleurs, j'ai appris que les départements de la Normandie représentaient à peu près la moitié des personnes présentes, donc on va essayer de ne pas trop dire de bêtises sur le sujet. Et ça sera intéressant parce que vous nous direz un peu l'état du lieu de ce que vous avez entendu précédemment, et puis quelles sont, vous, les jeunes, les attentes au niveau des ETA. Nous avions un quatrième intervenant, Pierre Nedelec, de l'ODA, mais qui a été empêché au dernier moment et qui ne sera donc pas avec nous. Et puis le dernier intervenant, ce sera vous, puisque vous aurez évidemment le loisir de nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Nous sommes là pour vous répondre. Et je vous propose de démarrer tout de suite avec monsieur Purcell, qui va nous faire un tableau, ma foi, fort intéressant. On va voir. Alors, petite précision, je ne suis pas directeur de l'ENSAT, qui est l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse, mais je suis directeur du département de sciences économiques. J'ai dit directeur à l'ENSAT. Ah, d'accord, voilà, c'est mieux. Et pas de l'ENSAT. Voilà. Donc, merci beaucoup de m'accueillir ici même pour évoquer avec vous quelques-unes des grandes tendances qui sont à l'œuvre dans ce que je vais appeler les mondes agricoles, et plus spécifiquement dans les structures d'exploitation agricole. Je vais essayer de pointer sur la question justement du recours à la sous-traitance, à la délégation d'activités dans ces entreprises du secteur agricole qui aujourd'hui connaissent de profondes mutations, notamment en matière d'évolution de ce qu'on va appeler les formes d'organisation du travail agricole. Donc dans un premier temps, je voudrais revenir avec vous très brièvement en guise d'introduction sur le fait que d'une certaine manière, on serait passé en un siècle à une troisième étape dans l'évolution des formes d'organisation du travail agricole. Vous le savez tous, on est passé de la ferme familiale, dite paysanne, gérée, pensée par un pater familial, où l'organisation du travail était gérée par le père, voire même le grand-père de la famille, à l'exploitation de couple. Ça a été le grand combat des jeunes agriculteurs, notamment à partir des années 30, 40, et puis le déploiement avec les lois d'orientation, de modernisation de 1960-62, qui ont affirmé quoi? Un modèle, celui de l'exploitation à 2 unités, travail homme, un homme, une femme, sur une exploitation, ayant pour ambition bien de faire tourner un outil de production, c'est-à-dire on passe du patrimoine, de la logique patrimoniale, plutôt sclérosante de cette fin du 19e, début du 20e, à l'affirmation d'une exploitation pensée comme un outil de travail. Et aujourd'hui, en fait, on serait rentré peut-être dans une troisième phase, puisque vous le savez tous, cette forme d'organisation du travail qu'est l'exploitation familiale est profondément déstabilisée, même si elle est majoritaire encore, on le verra en France, par des processus de transmission qui sont beaucoup plus chaotiques, par des difficultés à financer l'activité, bref. Et puis, on voit qu'émergent aussi des formes plus collectives, plus entrepreneuriales aussi, d'entreprises dans le secteur agricole qui témoignent d'une certaine manière d'une banalisation de ce secteur.
Effectivement, avec mon équipe, on a essayé de regarder les chiffres du recensement agricole 2010, puis l'enquête structure 2016. Alors, rassurez-vous, hein, il demeure 90% d'exploitation bel et bien familiale en France, notamment pour des raisons capitalistiques. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on s'est rassuré, et notamment du côté des politiques ou des organisations professionnelles, parfois on se rassure un peu trop. Quand on regarde de près les chiffres, on se rend compte que le modèle classique à 2 UTH ne représente plus que 21% des exploitations. À côté de ça, on a quand même 31%, et ça fait penser aussi à cette question majeure de la délégation de la sous-traitance, 31% d'exploitations agricoles gérées par des hommes seuls. Des hommes seuls ou des femmes seules qui ont recours à du salariat ou pas de salariat et qui ont de plus en plus besoin d'avoir recours aussi à des formes d'organisation collective ou des entreprises de travaux pour assurer ce qui était assuré en guise de travail par la famille qui s'est effacée. Et puis à côté de ça, on a des microstructures d'exploitation qui fonctionnent bonhomme en l'an sur un revenu, ou du moins qui reposent sur la construction d'un revenu qui repose aussi sur de la pluriactivité, et puis des formes d'entreprises familiales qui renvoient à des associations entre peut-être des enfants d'agriculteurs qui mettent en commun leur assolement, qui mettent en commun du capital familial, mais où leurs propres conjoints et conjointes ne travaillent plus sur l'exploitation. Ce sont ces GAEC, ces CUMA intégrales, ces formes d'organisation collective très atypiques qui, d'une certaine manière, renvoient aussi à une forme beaucoup plus nouvelle en France, que je qualifierais d'agriculture plutôt de firme, c'est-à-dire qu'on le voit, dans le secteur agricole, l'entreprise se banalise. C'est-à-dire qu'on a des entreprises aujourd'hui, ça représente 28% de l'emploi, 30% du chiffre d'affaires de la ferme France, c'est-à-dire en PBS, qui ressemblent davantage à des firmes de production qu'à des entreprises familiales, c'est-à-dire que ce sont des entreprises où l'exercice du métier n'est pas réalisé par des familles, où l'exercice du métier est délégué le plus souvent à des salariés, mais où l'exercice du métier peut être délégué même en interne à des entreprises qui font de la prestation pour le compte d'une seule entreprise, voire de plusieurs entreprises. Alors ça, c'est un mouvement qui est à l'œuvre depuis les années, je dirais, 2006-2007. On pensait que c'était un mouvement qui n'allait pas affecter la France, on pensait que ces méga-fermes, et vous savez que dernièrement on a souvent parlé de la ferme des 1000 vaches, n'allaient pas apparaître dans le paysage français, mais de manière assez silencieuses, elles sont bel et bien là, notamment dans des secteurs, si je prends le cas des fruits et légumes, où elles s'affirment de plus en plus dans certains territoires. J'étais encore la semaine dernière dans un département de Nouvelle-Aquitaine, dans une exploitation, certes familiale sur le plan capitalistique, mais où les associés ne montent plus du tout sur le tracteur et où le travail est réalisé par près de 250 ETP. Voilà. Et où, à côté de la direction familiale, vous avez une direction des opérations. Bref, on est très très loin de l'entreprise à la papa telle qu'on l'a imaginée après-guerre. Bon, tout ça pour dire que le paysage agricole se complexifie. On le voit, on a des organisations de la production aujourd'hui. Là, vous avez projeté à l'écran un site d'exploitation, alors pas en France, mais en Italie, hein, une exploitation dans le secteur bovin-viande, qu'on appellera Bovina ici même, où là, le travail est réalisé même par une société commerciale, c'est-à-dire que les sociétés civiles d'exploitation ne disposent même plus de matériel. C'est-à-dire qu'on va créer sa société commerciale pour faire tourner les sociétés civiles d'exploitation en interne, et puis ça nous permet aussi de faire à côté, c'est ce que je vais appeler de la coexistence, c'est-à-dire de rendre des services aux voisins qui progressivement se voient prendre en charge les activités de production. Donc on assiste bel et bien de manière plus ou moins marquée selon les filières, et vous allez me dire « Ah mais chez moi ça ne se passe pas comme ça », oui, mais on assiste quand même à un mouvement, à une tendance que je qualifierais de banalisation de l'entreprise agricole, c'est-à-dire que l'entreprise exploitation agricole devient une entreprise de plus en plus comme une autre. Et ça prend des formes très variées. Et ça s'exprime dans un cadre plus ou moins industriel, mais qui peut être aussi un cadre commercial. Et on le voit. Certes, il y a une complexification des unités de production dans certaines filières, mais moi je constate un autre mouvement qui m'apparaît être majeur et qui, à mon avis, nécessite d'être pensé, et ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui, c'est celui de la tertiarisation de l'activité productive agricole. Alors oui, vous en êtes les acteurs depuis des décennies, c'est-à-dire le fait que l'activité de production agricole est un produit, un bien, un service qu'on échange sur des marchés, et le marché des entreprises de travaux agricoles en témoigne. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, la délégation et la sous-traitance reposent
certes sur des dispositifs traditionnels, des ETA classiques, multifonctionnelles, plus ou moins grosses, à l'échelle du territoire, qui prennent en charge 1, 2, voire 3 exploitations, même quasiment intégralement parfois. Mais on voit qu'apparaissent aussi de nouveaux dispositifs de copilotage des exploitations, je dirais, et de prise en charge du travail. Et on le voit depuis 10 ans. Je travaille sur cette question depuis un petit moment. De manière très théorique, j'ai essayé de modéliser tout ça. On voit apparaître des dispositifs portés par des sociétés de gestion françaises, étrangères, qui font fonctionner des exploitations sur la base de contrats, sur la base de diagnostics agronomiques, qui vous interpellent, vous ETA, plus ou moins régulièrement, selon des poules ou pas, pour prendre en charge le travail d'exploitation encore familiale dans l'appareil de statistique, puisque le propriétaire A, B, C sont bien des exploitants agricoles. Mais en fait, vous vous rendez compte, quand vous allez faire du terrain comme moi, que chez A, chez B et chez C, il n'y a plus de matériel. Le matériel, il est où? Il est dans ces entreprises de travaux qui sont en fait managées par une interface qui prend des allures très variables, c'est-à-dire que ça peut être des sociétés françaises ou étrangères, mais ça peut être aussi, on parlait des coopératives tout à l'heure, ça peut être des coopératives, ça peut être des CETA, ça peut être des CUMA intégrales, bref, on voit que des organisations traditionnelles qui étaient censées accompagner l'exploitation familiale à la papa, aujourd'hui mutent aussi et proposent de nouveaux services. Juste une question là-dessus, ça représente quoi aujourd'hui, ce que vous décrivez là? C'est-à-dire c'est naissant, c'est déjà important, Alors, tout dépend des secteurs. On va parler tout à l'heure, je vais cartographier le phénomène de la délégation intégrale, mais dans des secteurs, par exemple, comme celui, je sais pas moi, de la pomme de terre industrielle ou dans des secteurs de culture industrielle, on voit qu'un certain nombre d'industriels ne souhaitent même plus contractualiser directement avec le propriétaire A, B, C. C'est compliqué. On n'est pas sûr, en plus, compte tenu des exigences environnementales, que le propriétaire A, B et C ait les compétences à disposition. On n'est pas sûr non plus que le propriétaire A et B sache véritablement dans son environnement immédiat, puisqu'il vit à Paris ou à Montpellier ou je ne sais où, quels sont les ETA dans l'environnement. Et donc, on a vu apparaître des sociétés de gestion de ce type qui, aujourd'hui, peuvent gérer jusqu'à 4, 5, 6, 7, voire 8 000 hectares dans certaines régions françaises. Et ces modalités de gestion n'apparaissent pas dans l'appareil de statistique. Donc, c'est d'où la nécessité de faire du terrain. Et quand on regarde bien, vous voyez ici même une carte qu'on a construite avec mon collègue Julien Brailly et Geneviève Nguyen. On se rend compte de quoi? C'est la carte, en fait, des entreprises de travaux agricoles qui proposent des services culturaux. Vous voyez, plus c'est bleu, plus il y a des ETA. Donc, c'est une carte qui date... ce sont les dernières données qu'on a web crappées, c'est-à-dire qu'on a... aspirer des registres, notamment des impôts et de l'appareil de statistique officiel. On voit que entre 2004 et 2014, notamment, on a connu en fait plus 10% d'augmentation du nombre de TA au niveau national, avec un boom même du travail salarié réalisé dans ces entreprises. Il y avait une étude qui était sortie, réalisée par la Caisse centrale de la mutualité en partenariat avec votre fédération en 2015, qui donnait à voir, je crois, vous me dites si je me trompe, un chiffre de plus 73% du nombre de salariés dans ces entreprises. Bref, on voit bien que cette France agricole, cette France du modèle familial, où l'exercice était essentiellement familial, c'est cette France aussi des entreprises de prestations. Et quand on regarde de près une carte qu'on a conçue en 2010, et elle vient d'être actualisée, elle va sortir prochainement dans une note de synthèse qu'on va co-signer au sein du ministère de l'Agriculture, et une carte qui donne à voir quoi? Les processus de délégation intégrale dans le secteur des grandes cultures. Là, vous avez une carte qui donne à voir le nombre, l'intensité de la délégation intégrale dans le secteur de la grande culture. Regardez, plus c'est rouge, plus ça délègue intégralement. Dans le seul département de la Haute-Garonne, un département que je connais un peu, 14% des exploitations de l'OTEX 15 grande culture délèguent intégralement. Ça représente, 23%, pardon, ça représente 14% de l'ensemble de ces exploitations. Si je prends un département un peu plus proche du vôtre, l'Eure, en rouge, près de 20 000 hectares sont délégués intégralement, alors soit à des entreprises comme vous, soit
à des sociétés de gestion un peu atypiques, soit à des collectifs d'agriculteurs qui prennent en charge le travail. Et donc vous voyez bien, alors il y a un département aussi qui est marqué, hein, il y a une zone, la zone des Charentes aussi, qui est marquée par ce processus de délégation, qui renvoie, vous voyez le chiffre, à peu près à 26 000 exploitations de grandes cultures. C'est pas rien. C'est pas rien, 26 000 exploitations, et ça correspond à 12% des exploitations de grandes cultures qui sont déléguées intégralement. Donc ça veut dire que là, on est sur des logiques même d'abandon du métier agricole. Quand on regarde de près d'autres secteurs d'activité, on se rend compte notamment, si je prends la zone de la Bretagne, notamment la plus occidentale, on n'a pas moins de 18% des entreprises agricoles, des exploitations agricoles, pardon, dans le secteur de l'élevage, qui délèguent l'intégralité des cultures. 18% dans cette région. C'est à peu près 6% en France des exploitations en bovin lait qui délèguent intégralement la culture. Donc là, on va parler de logique plutôt de recentrage, c'est-à-dire que la libéralisation, mais Jean-Luc en a parlé, la libéralisation des marchés, notamment en lait, l'exigence technique qui s'impose au monde de l'élevage aujourd'hui, fait que certains jeunes qui choisissent ce métier par passion choisissent aussi d'abandonner une partie de l'activité de polyculture élevage. Donc ce qu'on va appeler des logiques de recentrage, contrairement à des logiques d'abandon qu'on va retrouver plutôt dans le sud-ouest, ou des logiques d'approvisionnement même et d'abandon dans des régions du nord plutôt, où là des industriels belges ou même britanniques n'hésitent pas à envoyer sur place des entreprises de travaux pour prendre en charge le travail. J'ai même vu dernièrement une coopérative qui a créé une SA à 40% pour elle, 40% pour un centre de gestion, 20% une entreprise de travaux qui tourne autour de 8 à 10 000 hectares, une société qui va permettre de détecter des défaillances, c'est-à-dire que le centre de gestion détecte une défaillance économique. Il y a un système d'alerte qui se met en place au niveau de la coopérative et mise en relation directe avec un technico-commercial qui vient proposer une offre de service. Et cette offre de service, elle est prise en charge par l'entreprise de travaux. Donc vous voyez que, en fait, j'invente pas tout ça, hein. Ça renvoie aussi à du terrain, ça fait 8 ans qu'on travaille là-dessus. Alors c'est vrai que ça frotte un peu quand je dis ça, on se dit merde, ça n'existe pas, c'est pas possible, c'est pas normal. Bon, c'est du présent quand même très futuriste. Oui, c'est du présent très futuriste, et quand vous regardez des modèles, regardez, alors ça c'est un peu compliqué, mais on s'est dit tout à l'heure que ça pourrait être intéressant. Regardez une entreprise belge aujourd'hui qui a mis en place 2 sociétés. C'est plein de flèches là, hein. Il faut que vous expliquiez parce que là on ne comprend plus grand-chose. Là vous voyez, c'est l'arrivée d'une société commerciale dans le secteur de la prestation de services, bien qui va créer une société commerciale en partenariat avec une coop dans une région, en partenariat avec un négoce dans une autre, et qui va organiser effectivement via un pool de TA justement le travail en ce moment pour entre 4 et 5 000 hectares. Voilà. Bon, bref, tout ça pour dire que on a aujourd'hui des formes de prise en charge du travail qui reposent aussi sur des compétences qui sont les vôtres, et on voit que émerge un marché qui est nouveau pour certains acteurs et qui repose aussi essentiellement sur vos savoir-faire et sur vos formes justement de délégation plus traditionnelles. Voilà, brossé à grands traits quelques évolutions qui ont cours. Alors, est-ce à dire que c'est une tendance lourde ? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'en tant que chercheur, il est important de pointer la focale aussi sur ces signaux faibles. Je ne sais pas si demain, la plupart, et je ne pense pas, des exploitations vont basculer dans ces systèmes-là, mais ce qui est sûr, c'est que ça pose un certain nombre de questions aux organisations comme les vôtres. Ça pose des questions aux politiques, ça pose des questions à l'appareil d'enseignement. Quid des compétences ? On voit bien qu'une nouvelle expertise émerge. Quid de la capacité des organisations traditionnelles comme les vôtres, mais aussi les coopératives, à mobiliser cette expertise en termes de construction des assolements, d'agriculture de précision. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces sociétés, notamment étrangères ou même françaises qui émergent, elles émergent sur le terrain de l'agroécologie, du bio. Moi, j'ai rencontré un entrepreneur qui fait à peu près... On y reviendra peut-être... Mais ça, c'est intéressant de voir que ce n'est pas antinomique avec certains mouvements qu'on pense plutôt portés par une petite agriculture. Très bien. Donc, en gros aussi, ça ne doit pas faire peur. Ben non, je pense que c'est une réalité. Non. Je pense qu'il faut... Voilà. Non, mais je le dis parce que voilà. Mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, Sébastien Prin, quand vous voyez tout ça, justement, vous, banque mutualiste, ça vous inspire quoi ?
D'abord, ça nous intéresse et ensuite, ça nous conforte dans l'idée que les entrepreneurs sont des acteurs majeurs de l'évolution du monde agricole et du monde agricole de demain. Alors effectivement, hein, la première raison, c'est cette question démographique ou de dynamique de population. Alors je ne vais pas rajouter encore des chiffres, mais moi je voudrais faire référence à la communication là, toute récente de la MSA sur le nombre d'exploitations qui disparaissent par an. En fait, si on fait le rapport journalier, c'est entre 10 à 20 exploitations qui disparaissent chaque jour en France. Et donc ça pose la question en fait, du devenir de ces exploitations et également de l'organisation du travail sur ces exploitations. Et donc évidemment, on voit bien qu'il y a une partie du travail de ces exploitants qui va être déléguée à des entreprises dont c'est le métier. Et ces chiffres, les chiffres que François vient de nous montrer, montrent bien la dynamique aujourd'hui qui est à l'œuvre autour des entrepreneurs du territoire. Le deuxième point, c'est que on est dans une économie agricole qui est aujourd'hui mondialisée. Il y a un devoir de compétitivité de tous les acteurs. Et quand on regarde les analyses de compétitivité internationale, on voit que l'une des difficultés de la France récurrente, quels que soient les secteurs, c'est la charge de mécanisation. Et aujourd'hui, les exploitants vont avoir de plus en plus besoin, et notamment ceux qui sont peut-être en difficulté passagère ou structurelle, et l'exemple donné avec le centre de gestion est à ce titre très très révélateur. Ces exploitations ont le devoir de compétitivité de baisser leur charge de mécanisation le plus possible, et le recours à des entreprises performantes en termes de coût du travail est de plus en plus fréquent et va se développer à l'avenir. Dans ce que vous voyez aujourd'hui, dans les dossiers que vous avez, dans ce que vous voyez aujourd'hui dans l'évolution des ETA, est-ce qu'elles ont en gros conscience de cette évolution? Comment elles s'inscrivent par rapport à tout ça? En fait, l'analyse des dossiers, c'est une question toujours un peu compliquée, hein, parce que aujourd'hui, on voit une très grande diversité dans les situations des ETA comme dans les situations des exploitants agricoles. Alors c'est vrai que la crise a un peu aussi fragilisé cet aspect. Nous, nos critères d'analyse, hein, en fait, ils sont d'abord ce classique autour du bilan comptable, du compte de résultats. Hein. Il s'agit d'évaluer le patrimoine, la rentabilité, le chiffre d'affaires, pour faire très simple. Mais nous n'avons pas qu'une approche comptable, sinon on serait une banque centralisée et ça n'aurait pas de sens. On est aussi une banque du local, du territoire, et notre analyse est aussi autour d'éléments extra-comptables qui sont sans doute les éléments les plus importants et qui correspondent aussi à nos valeurs. Et donc on va étudier notamment tout ce qui est évidemment qualité entrepreneuriale du porteur de projet, c'est extrêmement important, notamment dans le cas de reprise, la pérennité du portefeuille, l'état de la concurrence, les possibilités éventuelles de développement en fonction de la démographie des exploitants, mais également le capital humain sur l'exploitation, la capacité des ouvriers notamment à faire face aux nouveaux défis de l'agriculture. Donc vous voyez bien, c'est pas qu'une banque qui analyse les chiffres, c'est une banque aussi de proximité avec le territoire, qui connaît son territoire et qui est capable d'analyser cette entreprise dans son territoire. Et ça, c'est extrêmement important. Si vous aviez quelques enjeux là, à poser pour les ETA pour demain, c'est quoi les principaux? Il y a évidemment, compte tenu de ce que j'ai dit précédemment, celui de la compétitivité et de recourir, d'aider les exploitations à baisser leur charge de mécanisation. Et donc, il y a tout l'enjeu du numérique, de l'adoption des nouvelles technologies, de la maîtrise de ces nouvelles technologies, ce qui renvoie également à, et c'est sans doute le deuxième enjeu, celui de la formation du chef d'exploitation, mais également de ses salariés pour être capable de maîtriser complètement ces nouvelles technologies. Il y a un deuxième enjeu que je vois, un troisième du moins enjeu que je vois qui me paraît extrêmement important et qui touche tout le monde agricole,
c'est celui de la transmission des outils. Quand on regarde, et on fait encore de nouveau appel à la démographie agricole, quand on regarde la démographie agricole, on voit qu'il va y avoir dans les 15 prochaines années la moitié des structures qui vont changer de main. Et là, il y a des enjeux considérables qui sont des enjeux aussi capitalistiques, de valorisation de ce que vous avez construit au cours de votre carrière, et puis des enjeux de transmission de façon à pérenniser l'outil. Et ça, ces questions se préparent bien en amont. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, avec la Fédération nationale des entrepreneurs du territoire, on a construit un petit kit de sensibilisation que je vous invite à utiliser dans vos réunions régionales autour des questions liées à la transmission. On commence ce kit en disant ne pas prévoir, c'est déjà gémir. C'est une citation de Léonard de Vinci, et c'est vraiment ça la question centrale de la transmission. Oui, on ne va pas gémir là. Essayez de ne pas gémir. Je vous propose de continuer avec vous, Pierre Le Baillif. Alors là, c'est intéressant parce que on a eu en gros, si je puis dire, les théoriciens. Vous ne soyez pas un théoricien, vous êtes bien sûr sur le marché, mais ce qui m'intéresse, donc président des jeunes agriculteurs de Normandie, vous gérez avec votre frère une exploitation qui fait quand même 250 hectares, dont 200 cultivés. Vous êtes à la fois dans l'élevage, les céréales, les pommes, mais aussi le solaire, demain la méthanisation, c'est très intéressant. Quand vous entendez ce que vous avez entendu là, ça vous inspire quoi? Cette entreprise italienne qu'on a vue tout à l'heure, absolument gigantesque, où en gros les agriculteurs ne sortent plus de leur bureau ou de leur voiture, ça sonne quoi dans votre cerveau, si je puis dire? Ça sonne fort, ça rebondit beaucoup. Déjà, j'allais dire l'axe principal de mon propos quand même, c'est que les entrepreneurs, et c'est bien parce que les petits films le montraient avant, je pense que ça doit être des partenaires des exploitations agricoles, ils ne doivent pas chercher à les remplacer, j'allais dire pour poser le décor. Ça c'est dit. Voilà. Et je pense qu'on a tout intérêt, agriculteurs comme exploitants, à que ce soit comme ça pour qu'on ait un maximum des deux corps qui soient sur le territoire. Ce qui m'a fait rebondir pas mal, il y a l'exploitation italienne, mais aussi l'histoire du centre de gestion, de la coopérative et de l'entrepreneur. Je me dis qu'il y a quand même des gens qui sont forts pour inventer des choses, pour cacher leurs propres lacunes, parce que je me dis quand même que le conseiller de gestion, il a peut-être mal conseillé l'agriculteur, et peut-être que la coopérative, elle a mal accompagné l'agriculteur, ou elle n'a pas été chercher les marchés rémunérateurs pour qu'ils puissent exister. Donc, chacun sa responsabilité. Voilà. C'est pas la faute des entrepreneurs, mais voilà, si ça pouvait leur remonter, voilà. Après, pourquoi les entrepreneurs plus des partenaires? Comme ça a été très bien dit, je pense tout le long du congrès, ça apporte des nouvelles solutions, de la technologie, ça permet pour des travaux qui ne seraient pas entre guillemets rentables pour un agriculteur d'effectuer lui-même, de pouvoir le déléguer à quelqu'un qui, vu qu'il va en faire entre guillemets toute l'année, va pouvoir y trouver une rentabilité et en même temps que ça ne soit pas très cher pour l'agriculteur. Et après, le développement du travail à façon, puisque mon département est apparu en rouge dans l'heure, j'en suis conscient. Enfin, c'est un problème qui ressort chez les jeunes ou qui voient dans leur secteur, voilà, les fermes qui partent, des fois on dit à l'agrandissement, mais ou au travail à façon, où les agriculteurs en place qui ont travaillé pendant des années, qui en ont tiré un revenu et j'allais dire qu'on n'a même pas le respect de la profession de dire ça pourra servir à quelqu'un d'autre, mais non, entre guillemets, je vais tout garder pour moi, même jusqu'à la fin de mes jours. Alors, il y a des ETA qui sont là pour répondre, et j'allais dire, là-dessus, je ne critiquerai pas les ETA, puisqu'ils répondent à un marché qui est là, et le problème, c'est que cette situation arrive sur le terrain, ce n'est pas le problème de ceux qui y répondent. Et pour les ETA qui y répondent, si ce modèle allait à se développer, ça n'irait pas dans leur sens, parce que quand on peut en cultiver 1000 en prestation ou en ETA, on peut en faire 10 000, on peut en faire 15 000, et le gros bouffera le petit, et à la fin, dans 20 ans, vous ne serez plus que 40 dans cette salle-là, si ce modèle il se développe comme il continue à se développer. Donc pour le territoire, personne n'y a intérêt, parce qu'on a une perte de valeur ajoutée.
Quand j'entends dire par contre que dans une exploitation d'élevage, quelqu'un qui se ressente sur l'atelier lait pour gagner en technicité, etc., puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher, et qui dit bon, bah, j'ai entre guillemets qu'un tout petit peu de plaine à côté, j'ai pas les moyens de me payer le matériel et que je délègue, ça fait des économies d'un côté, on se ressente sur un atelier de l'autre, et ça permet, et c'est ça pour moi le plus important, de maintenir l'atelier lait, parce que ça pourrait aussi être je bazarde les vaches et puis j'allais dire je mutualise, je fais que de la céréale, ou je vais voir faire un 50% de mon temps à l'extérieur de l'exploitation, et bah, là le TA maintient une structure sur l'exploitation. Alors il y a le TA, ça peut être aussi une CUMA. Moi je suis fervent défenseur des CUMA, mais je me sers aussi de... Vous êtes d'ailleurs dans une CUMA. Voilà, je suis dans une CUMA. Et ça ne vous empêche pas de faire appel à des Ça n'empêche pas de faire appel à l'entreprise. Mais voilà, les CUMA, c'est humain, il faut bien s'entendre. Ça ne marche pas à chaque fois, même si on peut y arriver à y trouver des gains. Et pour certains projets ou des très gros investissements, on va peut-être plus faire appel à l'entrepreneur qui va venir qu'une seule fois dans l'exploitation, et où il faudrait soit être une très très grosse CUMA ou des intercumas. Et dans le fond, c'est bien, mais c'est plus difficile à faire. Et là, les ETA trouvent leur place. Alors comment, ça c'est une question que je vous pose un peu à tous. On a vu avec la dernière actualité autour de l'agriculture et la demande aujourd'hui montante d'une agriculture responsable, raisonnée, d'une agriculture qui est de plus en plus en prise avec les consommateurs, des demandes des consommateurs qui évoluent. Comment est-ce qu'on concilie ce que vous évoquiez à l'instant, c'est les évolutions que vous dessinez, avec cette aspiration-là? Est-ce que c'est compatible, François Purcell? Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que si ces formes-là émergeaient, vous disiez, bon, il y a peut-être des coopératives ou des centres de gestion qui n'ont pas fait leur boulot, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Vous avez des familles au sein desquelles les préférences ont changé, et où les logiques patrimoniales prennent le pas sur des logiques économiques. C'est-à-dire que vous avez eu beau être responsable professionnel pendant des années dans le secteur agricole, quand vos enfants ne reprennent pas la ferme, vous cherchez souvent à la préserver. Et donc ces dispositifs, ils émergent aussi parce qu'il y a des logiques de rente qui font à nouveau leur apparition dans le secteur agricole. Et ça, c'est ni la firme, ni ceci, ni cela, c'est les agriculteurs eux-mêmes et les familles agricoles elles-mêmes qui ont vu évoluer leurs préférences. C'est-à-dire qu'on préfère maintenir le patrimoine et pas forcément le transmettre. Mais ça, c'est au secteur agricole de se poser la question de savoir pourquoi. Donc ce n'est pas simplement une défaillance des organisations qui mettent en place ces systèmes-là. D'autre part, ce que je voulais dire, c'est que vous avez des enfants. Alors ça se développe aussi sur le lit d'un développement de la pluriactivité. La MSA a souligné aussi un certain nombre de données. Vous avez 30% des jeunes qui s'installent de moins de 40 ans qui s'installent comme pluriactifs, ou qui gardent une activité pluriactive à côté. Dans certains départements, même comme l'Aisne, j'ai vu les chiffres dernièrement, vous avez 50% des jeunes de moins de 40 ans qui gardent un statut à l'extérieur du métier. Ça en dit long sur les incertitudes qui planent autour du maintien de l'exploitation. Et d'autre part, quand ceux qui gardent le patrimoine décident de ne pas s'installer, ils sont pourquoi pas instits à Paris, à Caen ou je ne sais où, et effectivement, ils sont sensibles à de nouveaux enjeux. Ils ont des copains avec qui à la cantine ils parlent agriculture bio, etc. Et ils se disent « Ah mais attends, le patrimoine de papa, moi j'ai pas envie qu'il soit géré n'importe quoi. » Donc j'ai recours effectivement à une entreprise qui va m'administrer la preuve qu'elle va pouvoir par exemple convertir l'entreprise de mon père en bio, etc. Donc on voit bien que sur le terrain de l'agroécologie, sur le terrain de certains enjeux sociétaux, effectivement, on crée de nouveaux marchés. Ce qui est intéressant, vous parliez tout à l'heure, moi j'ai remarqué une chose, dans le petit reportage très intéressant, il y a une chose qui avait été dite par un jeune qui pilote une ETA, il dit, voilà, sur ces questions de précision, d'optimisation, on a un rôle à jouer. Et effectivement, même pour ceux qui ne reprennent pas l'exploitation, l'ETA apparaît comme un recours pour préserver un patrimoine dans le cadre d'une conversion. Voilà. Alors après, c'est vrai que ça fait mal de se dire qu'il n'y a pas forcément de rencontre entre l'offre et la demande, mais moi j'étais dans les Pyrénées-Orientales il n'y a pas encore très très longtemps, où vous avez des jeunes qui s'installent notamment dans le Piémont, mais qui s'installent avec des projets d'installation qui ne renvoient plus du tout aux projets économiques des outils industriels en place, et qui sont portés par des copés. Donc il y a un gros problème d'adéquation entre une offre et une demande d'installation. C'est-à-dire qu'on a des jeunes aujourd'hui
qui veulent s'installer peut-être dans certains territoires, mais qui ne veulent pas s'installer comme leur père et qui ne veulent pas reprendre des types d'exploitation qui garantissaient la collecte de certains outils économiques et certaines coopératives. Bon, là, je pose la question frontalement, ça interpelle. Hein. C'est-à-dire que vous parliez de durabilité des territoires, moi, je m'interroge grandement sur la capacité qu'on va avoir à maintenir des activités même de conditionnement, des activités de transformation à l'échelle du territoire. Si à un moment, alors on peut imaginer des systèmes vertueux de portage, on peut imaginer que, par exemple, la COP, ça se fait dans la vallée du Rhône, etc., elle ait recours à des prestataires pour accompagner l'installation. On peut être intelligent et on peut imaginer des choses qui se font déjà, c'est-à-dire des choses transitoires. C'est-à-dire qu'on accompagne une famille qui ne trouve pas un repreneur dans un premier temps, à travers des processus de délégation et de sous-traitance, voilà. Et ensuite, on peut aussi miser sur l'installation, hein, et financer l'installation dans un second temps. Je pense qu'il y a des choses à inventer sur la base de cette réalité-là. Vous vouliez réagir sur... Allez-y. Oui, en effet, la question du retour de la valeur ajoutée sur les exploitations est une question éminemment d'actualité, hein, ne serait-ce que pour des raisons politiques. Et on voit bien que le monde agricole va être, dans les prochaines années, à la recherche de nouvelles activités qui vont permettre de faire retourner un peu de valeur ajoutée sur les exploitations et qui vont permettre également de mieux répondre aux demandes des consommateurs. C'est frappant de voir aujourd'hui comme tout l'aval, et j'entends les acheteurs de GMS sont à la recherche de production labellisée, bio ou de qualité. Alors ce qu'on voit se multiplier aussi chez les exploitants, c'est à la fois ce phénomène de diversification, mais également un phénomène de contractualisation très forte des productions. Avec le risque, et Pierre le notait très bien, le risque de voir faire plusieurs métiers à la fois et d'être peut-être un petit peu moins efficace sur cette grande diversification. D'où l'importance aussi et le fait que les ETA ont un rôle à jouer dans ce domaine. Les ETA ont un rôle essentiel à jouer en l'occurrence. Qui peuvent apporter effectivement la technicité, le savoir cultivé, qui permettra parfois de répondre à ces cahiers des charges très spécifiques. Donc dans ce cadre, je crois qu'effectivement les entreprises de travaux agricoles peuvent être un moteur de la transition alimentaire qui est souhaitée à la fois par les consommateurs et par les politiques actuelles. Quand on voit ces évolutions en termes ça c'est la question, elle va être pour vous, de complexification, vous voulez recentrer votre métier sur quoi et quel est le partage, si je puis dire, des rôles entre ce que vous faites, vous, en tant qu'agriculteur, ce que peuvent vous apporter les ETA? Comment est-ce que vous voyez le partage des fonctions d'une certaine façon? Aux jeunes agriculteurs, ce qui nous guide, j'allais dire, c'est que déjà le chef d'exploitation, il reste autonome dans la prise de ses décisions et sur l'avenir, sur le déroulé de la ferme. Alors, ça peut aller de quelqu'un qui n'a pas envie de sortir sur son tracteur, mais qui au quotidien gère son exploitation, qui peut avoir un salarié, qui peut avoir une ETA. Alors c'est pas forcément le cas le plus répandu, mais j'allais dire c'est d'un extrême à l'autre, à quelqu'un qui voudrait tout faire son exploitation de A à Z. Il y en a qui y arrivent très bien et il n'y a pas de souci avec ça. Et les ETA, elles peuvent s'intercaler d'un extrême à l'autre pour apporter le service ou la délégation que l'agriculteur en place, qu'a son siège d'exploitation et qui la gère au quotidien, veut déléguer. Mais pour vous, par exemple, les objectifs prioritaires dans votre exploitation, c'est quoi? C'est la rentabilité? C'est le... Le but de l'exploitation, c'est de se faire plaisir quand même au quotidien, mais c'est quand même de gagner de l'argent. On est tous là pour ça. Hein. plus on vieillit, plus on a une famille qui s'agrandit et on y voit les besoins que quand on est tout seul, j'allais dire. Mais oui, c'est de faire en sorte qu'elle soit la plus efficiente et résiliente possible et que
quelque chose qu'on dit tiens là il faudra y travailler, il y a des comparatifs à faire, il y a des choses comme ça tiens si je déléguais ma corvée de lisier et puis que je me recentrais un peu là-dessus, je me dégagerais peut-être une marge de manœuvre et j'arriverais peut-être à faire augmenter mon revenu sans que ça me coûte plus cher pour la réalisation du travail, quoi. Alors, moi je voudrais qu'on commence à prendre des questions, si vous voulez, par rapport à ce que vous avez entendu depuis le début de ce débat intervenir, que ce soit sur les propos des uns ou des autres, allez-y, n'hésitez pas. Si quelqu'un a une première question à poser, même si ce n'est pas la première, ça peut être tout de suite la deuxième. Il y a une question devant ici, monsieur. Oui. Pascal Moine, président des EDT de la Vienne. Vous êtes où? Attendez, je ne vous vois pas. Ah voilà, très bien. Au mois d'août 2018, nous avons fait notre assemblée générale Nouvelle-Aquitaine et nous avions la chance d'avoir le DRAF Nouvelle-Aquitaine. Il nous a annoncé que la PAC était en pleine négociation, qu'elle allait être votée en 2019 et applicable en 2020. Et là, il nous a annoncé que la PAC était en train de vouloir lutter contre les agriculteurs canapés. Vous allez me dire, c'est quoi un agriculteur canapé? On lui a posé la question. Et en fait, un agriculteur canapé, c'est un agriculteur qui fait appel à un entrepreneur en délégation totale de A à Z. Et donc, si on enlève les primes à ces gens-là, que deviennent les exploitations? Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Alors, François Purciel. Mais ça, c'est une question. Enfin, oui, c'est tout le débat sur le statut aussi d'agriculteur. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu l'Union européenne pour entreprendre ce débat-là. Moi, je ne suis pas convaincu que la question du statut, je vais vous le dire, je l'ai dit aux responsables professionnels qui portent ce projet-là, permettent de répondre aujourd'hui à de nouvelles attentes dans les familles. Il y a des choses qui sont encore plus profondes. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a une remise en cause des droits à paiement unique, on pourra avoir peut-être un renversement. Est-ce à dire qu'il y aura un renversement total? On a des logiques patrimoniales qui prennent véritablement le pas dans la construction du projet familial. Donc on a un attachement assez viscéral au patrimoine dans ce pays. Et donc DPU ou pas, prime ou pas, est-ce que certains continueront ou pas à déléguer intégralement? Je pense qu'il y a de grandes chances quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je pense qu'on va chercher peu ou prou à garder quand même la main sur le patrimoine. Je pense que si la DPU a renforcé le phénomène, à voir. Mais écoutez, ça c'est ce qui est annoncé, on va voir ce qui est fait. Alors on sait que la position française sur la PAC, c'est justement de faire en sorte qu'on pousse d'une certaine façon le renouvellement des générations. Oui. Mais excusez-moi de vous couper, l'Union européenne est confrontée aussi au même phénomène qu'en France, le développement de la pluriactivité. Quand on se réveille un jour, comme en 2018, où on a 30% d'agriculteurs de moins de 40 ans qui sont plus réactifs, si on veut préserver des exploitations à l'échelle du territoire, il faudra arrêter de considérer qu'il y a les vrais et les faux. C'est-à-dire que si effectivement on ne donne pas les outils aux plus réactifs pour maintenir des activités familiales, effectivement, demain on va se réveiller avec une France à 100 000 agriculteurs. Effectivement, il y aura des ETA qui disparaîtront. Mais donc la question du statut, elle est posée là. C'est-à-dire que, et moi je connais bon nombre de responsables professionnels agricoles qui n'ont pas de reprise, etc., qui seront confrontés au même problème. C'est-à-dire que les tenants même de ce discours sur le statut seront confrontés de la même manière demain à la question de la transmission de leur patrimoine. Alors, peut-être... Si je peux intervenir, je lève la main. Là. Oui, juste une seconde, je laisse monsieur répondre aussi et après je vous passe la parole. Non, effectivement, enfin, c'est un risque qu'on a identifié, un risque réglementaire fort, mais je n'ose imaginer que ça puisse aller jusqu'au bout, puisque c'est contraire à toutes les évolutions du marché dont on vient de parler. Donc je ne vois pas comment politiquement on pourrait aller jusqu'au bout de cette idée. Et puis je n'ose même pas imaginer ensuite l'ingénierie juridique qui se mettra en place pour contourner cette règle. Donc sérieusement, je pense qu'effectivement c'est une idée qui a été agitée pour des motifs politiques et syndicaux, mais je ne la vois pas aller jusqu'au bout, et bien heureusement. Notre ami veut réagir, il a entendu motifs politiques et syndicaux. Après, certes, il y a des évolutions et on ne peut pas aller contre tout, mais il y a peut-être des effets néfastes. Enfin,
on identifie quand même des choses qui peuvent être pas très bien pour l'avenir. Alors après, on règle pas tout avec les réglementations, parce que tout à l'heure on parlait travail à façon, mais parce qu'il y en a qui la contournent. Alors peut-être que ça va bouger avec une loi foncière en 2019, on ne sait pas. Et l'ampleur est tellement telle que, oui, on peut se poser la question de comment est-ce qu'on peut arriver à circonscrire ça, si tant est qu'on y arrive. Mais je pense qu'il faut au moins essayer et trouver. Mais le principal, enfin ça a été dit un peu, c'est que pour arriver à ça, il faut trouver les moyens et les méthodes pour que ça soit attractif d'être agriculteur à temps plein et que les gens aient envie de venir dans le métier. La meilleure des solutions pour contrer ça, c'est ça. Oui, évidemment, moi j'en fais partie, on se bat pour qu'il y ait des choses qui soient mises en place pour contrer, entre guillemets, un peu des évolutions qu'on trouve mauvaises de notre point de vue. Mais le meilleur point de vue, c'est que le métier soit attractif et qu'il fasse vivre. Alors, où était le monsieur qui avait une question à poser? Voilà, il est là. Ici, quand on entend dire qu'on doit recentrer les primes PAC sur les agriculteurs qui sont réellement agriculteurs et soi-disant pas les agriculteurs canapés, il faut savoir que nous, dans l'Occitanie, si on enlève les primes PAC aux agriculteurs qui sont soi-disant des agriculteurs canapés, les entreprises, on peut leur faire une croix dessus, les exploitations aussi. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un payer quelqu'un pour perdre de l'argent. Jamais. Ça n'existe pas. En plus de ça, on a quelqu'un qui quand même travaille sur Toulouse et qui connaît bien le secteur, là, à la tribune. Il devrait le savoir quand même. Alors, allez-y. C'est pour ça que je travaille là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai dit effectivement la même chose que vous à monsieur. C'est-à-dire, je ne suis pas convaincu qu'on enlève aussi facilement ces primes-là. Mais la question, c'est celle du maintien de l'activité agricole à l'échelle des territoires, la capacité à faire tourner aussi des outils industriels et coopératifs encore demain. Moi, la question est de savoir aussi si on maintient non seulement des actifs, mais des actifs qui vivent de leur métier. Il ne s'agit pas de dire de maintenir des actifs pour des actifs, c'est maintenir des actifs qui vont réussir à trouver les solutions, et ça passera peut-être par des entreprises de travaux, pour maintenir aussi la construction d'un revenu digne. La question, elle est posée aussi, hein, c'est-à-dire que moi, je pense que l'enjeu, il est là. L'enjeu, il n'est pas à savoir si on va garder tant d'agriculteurs disposant du statut qui date de 1945, etc. Mais quid aussi, vous parliez du statut du fermage, mais là aussi, on a une profession qui n'arrive pas à entreprendre un vrai travail de fond sur cette question-là. C'est-à-dire que la DPU, je mets les pieds dans le plat, mais c'est pas grave, quitte à passer pour un sale libéral, mais c'est pas que la DPU qui fait que ce phénomène se développe, parce que si on n'avait pas repensé aussi certains dispositifs de contractualisation en matière de foncier, voilà, les choses auraient peut-être évolué différemment. Donc, voilà, on ne veut pas aborder ce sujet, on considère que voilà, c'est établi, mais je trouve que c'est dommage. Oui. Allez-y, oui. Oui, je pense que dans la discussion globale, et effectivement, il faut revoir, une bonne partie, c'est sur le fermage. Et aujourd'hui, ce qui se passe entre les propriétaires terriens qui ont de la surface et, les jeunes agriculteurs qui veulent s'installer, c'est-à-dire que la partie, c'est que comme le statut du fermage est tellement bloqué, c'est que certains ne veulent plus prendre le risque de laisser quelqu'un prendre pendant un laps de temps d'une dizaine d'années ou d'une quinzaine d'années, le temps que les enfants aillent faire autre chose et revenir et être libres sur leur terre. Ça, à mon avis, c'est une des questions qu'il faut vraiment retravailler sur le fermage. Et quand le verrou il va bouger ou glisser différemment, peut-être certains seront prêts à dire moi, pendant 15 ans, j'ai personne pour tenir mes terres. Là, je veux bien mettre un jeune, mais il faudra aussi prévoir que je puisse reprendre librement. Voilà. Qui veut réagir là-dessus? Après, tout en sachant que le fermage pour l'accès au métier des jeunes, j'allais dire, c'est quasiment une des meilleures solutions, puisque quand on s'installe, alors pour le matériel on peut faire appel aux ETA, vous me direz, mais il y a quand même tout le capital d'exploitation à reprendre, et le fermage en soi de location pour pas avoir du capital à investir tout de suite, globalement pour moi c'est une bonne solution pour les jeunes et j'y tiens. Après il y a la logique patrimoniale, comme on en parlait, qui revient en compte, et le propriétaire qui dit moi, si mon petit-fils il voudra bien revenir, j'aimerais bien pouvoir lui redonner les terres, etc. Du point de vue du propriétaire, on peut le comprendre. Après, le jeune qui s'installe, qui investit dans du capital, et puis
9 ans après ou 25 ans après, ou même des fois, au bout de 18 ans, ça arrive quand même si c'est sécurisé, on lui reprend son truc. Et qu'est-ce qu'il fait de son capital? Est-ce qu'il a investi? Qu'il reprend? Enfin, j'avoue que là-dessus, j'ai pas la solution toute faite, mais il y a sûrement des aménagements à prévoir. Nous, au niveau des jeunes agriculteurs, ce qu'on essaye, c'est de favoriser, d'inciter le cédant justement à laisser son exploitation en fermage en proposant par exemple soit des dispositifs fiscaux ou des choses comme ça. Ça passe pas encore, mais ça fait son chemin au niveau de l'État avec les nouvelles DPA pour pouvoir à la fin de la carrière, au lieu de les réintégrer dans la ferme, entre guillemets, on les reprête aux jeunes qui rémunère le capital et qui permet de faire la transition et de redonner un attrait interposé pour le fermage. Voilà, on essaye de proposer des choses. C'est vrai que la question n'est pas simple. Et chez nous, on le voit aussi dans l'heure. Et juste, je voulais rebondir par rapport à l'approvisionnement des outils aussi. La multiplication du travail à façon. Il y a un appauvrissement de la valeur ajoutée qui est fait sur l'exploitation parce que souvent on la simplifie. Je l'ai abordé tout à l'heure en disant on fait sauter l'atelier lait et c'est d'autant plus de services qu'auront en moins les ETA parce qu'il y aura plein d'activités qui auront disparu sur le territoire. Alors, ouais. Allez-y. Excusez-moi, dans le fond tout en haut. Excusez-moi, dans le fond tout en haut, allez-y. Je vous écoute là, j'entends tout un système de mise en place de réglementation pour arriver à faciliter le fermage et tout ça. Je me trompe peut-être, hein, je suis désolé, j'ai beaucoup de calculatrices moi dans la tête. Aujourd'hui, ce qui pose problème quand j'entends le monde agricole, alors j'ai deux structures, hein, l'exploitation et l'entreprise, mais aujourd'hui je suis entrepreneur des territoires et j'y tiens. C'est qu'un agriculteur ne gagne pas d'argent. Quand on entend les manifestations, on gagne 300 € par mois, on ne gagne pas assez d'argent. Pour encourager un propriétaire à louer de la terre à quelqu'un qui gagne 300 € par mois ou qui a des difficultés à payer, c'est pas facile. Sur la région des Pays de la Loire, il faut savoir qu'entre 2012 et 2013, le coût moyen de charge de mécanisation à l'hectare était de 693 €. Donc aujourd'hui, effectivement, les entrepreneurs ici présents sont une des solutions, peut-être pas la meilleure, mais une des solutions pour permettre de retrouver de la rentabilité. Et si aujourd'hui, que ce soit les jeunes ou les gens qui sont déjà installés, revenaient sur la rentabilité et gagnaient de l'argent, je pense qu'on pourrait avoir des situations qui seraient autres. Si les gens délèguent le travail et gagnent de l'argent, ça prouve bien que la solution, elle n'est pas mauvaise, puisque les gens dégagent du résultat et du revenu. Quelqu'un qui ne dégage pas de résultat, il ne va pas continuer à faire de la délégation. Donc je pense qu'aujourd'hui, les gens qui sont en place en tant qu'exploitants, il faut qu'ils revoient leur façon de penser. On a une légère amélioration du prix du litre de lait. On a eu des cours du blé qui sont remontés cette année. La première chose qu'on a vue, et je pense que nos partenaires ici présents pourront le constater, c'est une augmentation de la vente du matériel. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir l'argent dégagé pour se préparer la fin ou une sécurité, il faut qu'on mette en place des systèmes de DPA pour inciter les gens à mettre de l'argent de côté pour prévoir le problème qui va arriver, parce que les gens ne peuvent pas le faire tout seuls. S'ils ont dégagé du résultat, la première chose à faire, c'est d'acheter un tracteur, c'est d'acheter une remorque, une faneuse, qui ne va pas forcément servir suffisamment. On parle de rentabilité, et aujourd'hui, un exploitant, il a d'exploitant agricole que le terme, c'est un chef d'entreprise. Pourquoi on n'autorise pas un exploitant à gérer sa ferme comme un industriel? S'il veut déléguer le travail parce qu'il va gagner de l'argent, eh ben, qu'il délègue. Alors, au moins, il va gagner de l'argent, il va s'en sortir. Très bien. Je vois que ça résonne. On va poser la question aux banquiers. À qui vous préférez prêter, à l'agriculteur ou à l'ETA? Pardon. Je vais répondre en tant qu'employé de banque mutualiste. Effectivement, pour moi, c'est une question essentielle, c'est celle de la compétitivité. Et comme je le disais, et que vous le soulignez avec des chiffres, bien souvent, là où le bas blesse, c'est sur les charges de mécanisation. Donc aujourd'hui, il existe des tas de systèmes qui permettent de déléguer une partie des travaux à la ferme et donc de baisser les charges de mécanisation, y compris avec de nouvelles plateformes de prêt de matériel qu'il faut regarder avec attention. Et il y a un autre facteur également, outre la délégation, il y a également le transfert de technologies de productivité. Aujourd'hui, tous les métiers sont impactés par la révolution numérique. Alors, nous, en banque, clairement,
mais en agriculture, c'est vraiment, vraiment très clair. Et finalement, quand on est au jour le jour, on sous-estime un peu ces évolutions. Quand on se dit qu'il y a simplement 15 ans, les smartphones n'existaient quasiment pas et qu'aujourd'hui, c'est un facteur de bouleversement total de l'organisation du travail et de l'économie. On voit bien toute l'importance de ce transfert de technologie. Et vous, entreprise de travaux agricoles, vous avez vraiment un rôle à jouer dans ce transfert de technologie et de savoir-faire numérique sur l'agriculture, et vous contribuez grandement à la compétitivité de l'exploitation agricole. Et par ailleurs, cette délégation de travail, je ne suis pas sûr que ça soit toujours un facteur d'appauvrissement de la diversification. Notamment, comme je disais, c'est aussi un facteur de savoir cultiver sur des productions spécifiques qui permettent justement de maintenir une certaine diversité des ateliers sur une exploitation, dont le chef reste effectivement le chef d'exploitation qui décide la diversité et l'orientation de son exploitation. Mais le fait de faire appel à un tiers, ça permet parfois de maintenir justement un atelier. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis tout à fait d'accord que l'entreprise peut répondre aux besoins d'une filière spécifique ou n'importe, mais si le chef d'exploitation, et c'était le cas, l'exemple que j'avais en tête, décide qu'il veut simplifier et Bleorge Colza, et voilà, ça n'a rien à voir avec l'entreprise, c'est la décision d'avant qui a été prise, et malheureusement, c'est souvent cette décision-là qui est prise, ou chez nous, j'allais dire, on n'est même plus en déprise d'élevage, mais c'est qu'il y a des endroits où il n'y en a même vraiment plus. J'avais plus cette idée-là de l'élevage, du travail à façon en élevage, j'en connais pas beaucoup. Alors, François Pursiac, sur ces sujets. La gestion du troupeau laitier, pas ce qu'il y a à côté. Après, la simplification du travail, elle ne renvoie pas simplement à une volonté simplificatrice à tout va. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a des décisions qui se prennent dans les familles, et la décision d'abandonner l'élevage, des fois, elle se fait aussi en famille, parce que ça renvoie aussi à des contraintes. C'est malheureux, enfin, je le regrette aussi, autant que vous, mais si vous voulez, c'est pas parce qu'existe dans le paysage des entreprises qui offrent des services de délégation qu'on abandonne une activité ou une autre. Il y a aussi des changements profonds dans les familles, je le disais, mais aussi dans la construction même du projet du jeune exploitant. Donc, en fait, il y a des stratégies. Moi, je pense quand même, pour résumer un petit peu, je pense que il faut rien s'interdire. Je pense que à chaque territoire, sa solution. Je pense que on va être sur des schémas beaucoup plus hybridés aujourd'hui. C'est-à-dire que on aura peut-être dans certains territoires des entreprises qui vont fonctionner sur des systèmes mixtes. C'est-à-dire où il y aura un exercice du métier encore familial, mais où il y aura un recours peut-être plus ou moins important à la délégation, etc. Il y aura des territoires sur lesquels l'incapacité peut-être des exploitants familiaux à trouver des repreneurs fera que il y aura des entreprises dans lesquelles il y aura plus de salariés, mais dans lesquelles des enfants d'agriculteurs trouveront leur place autrement. C'est-à-dire que, moi je pense que les choses vont être très très diverses à l'échelle de l'ensemble des territoires. Moi, j'attends de voir si quelqu'un est capable de me dire il y aura une solution unique pour tout le monde. Parce que d'une région à l'autre, le rapport aux entreprises, le rapport à la délégation intégrale, le rapport à la délégation partielle sera très variable. Et il va prendre des chemins et des contours différents. La seule question que je me pose et qui est posée aux organisations professionnelles agricoles et à vous, c'est attention, d'autres peuvent se mettre sur ces marchés-là si vous n'êtes pas présent. C'est-à-dire que je pense que certaines ne vous attendront pas pour prendre en charge certaines transformations. Voilà, c'est aussi un peu le message que je voulais faire passer de ce côté-là, parce que même si vous vous pensez bien positionné à un moment donné, peut-être que demain, avec un monde et une économie beaucoup plus globalisée, ça va vite. Ça va très vite, et des entreprises françaises peuvent émerger de nouveaux types. Des entreprises qui sont sur des secteurs aujourd'hui, on parlait de la séparation de la vente et du conseil, qui vont peut-être vouloir se repositionner. On a des acteurs du secteur industriel qui vont avoir qui vont proposer de nouvelles façons de contractualiser aussi avec le secteur de la production. J'en sais trop rien, mais bref, on voit bien que dans un certain nombre de grandes multinationales et dans certaines grandes entreprises, cette question de la prise en charge du travail est d'actualité. Alors, il y avait une question ici, puis après, et après vous, monsieur, pardon. Allez-y, monsieur. Oui, Arnaud de Gourcuff, EDT du Cher. En fait, mon intervention, c'est effectivement, je fais le constat qu'il y a une baisse de rentabilité, il y a moins d'argent, effectivement, généré par l'activité agricole. Et qu'en cela, les entreprises de travaux agricoles ont un rôle à jouer pour identifier
des moyens de créer de l'argent, de créer de la valeur et de créer des nouveaux systèmes qui génèrent de la valeur. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important et c'est plutôt je vois plus ça comme une opportunité. Et je dirais même, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais de maîtriser les risques. C'est-à-dire que je pense que vous apportez des solutions en matière de transition, de précision, agriculture de précision & co. Mais je pense que vous êtes aussi des garants d'une certaine aussi gestion du risque assurantiel. C'est-à-dire que vous pouvez permettre de faire tampon. C'est-à-dire que ça aussi, il faut savoir jouer là-dessus. Je pense que vous avez des compétences qui vont permettre de transférer les risques. Alors, monsieur avait une question ici. Oui, Jean-Marie Lefort, EDT Bourgogne. Pour avoir participé à pas mal de tables rondes, et celle-ci en fait partie, dans lesquelles on traitait de ce sujet, je pense qu'il y a une incompréhension qui n'a pas été toujours maîtrisée dans ces débats-là. On a l'impression que, pour les intervenants et pour le public éventuellement, que le recours à des ETA était destructeur d'emplois. Bon, il est bien évident, si vous voulez, que le travail qui n'a pas été fait par l'agriculteur, il est fait par un entrepreneur de travaux agricoles ou par un de ses salariés. Donc il n'y a pas en même temps de destruction d'emplois rural à ce niveau-là. Nous cotisons nous aussi à la MSA. Donc si vous voulez, c'est vrai, sur un collège dans lequel il y a une augmentation importante de la masse salariale par rapport à d'autres secteurs d'activité. Mais nous meublons les campagnes, nous occupons les campagnes. La seule différence, alors ça c'est sur le ton de l'humour, c'est que nous cotisons à la FNEDT et les agriculteurs à la FNSEA, mais c'est à peu près tout. Alors... Mais c'était pas, attention, à aucun moment, enfin, de ma part, j'ai dit que c'était destructeur d'emploi. J'ai dit au contraire que ça pouvait permettre, dans certains territoires, j'ai pas dit ça. J'ai dit que ça serait pas forcément des emplois d'exploitants agricoles. Et j'ai dit une chose tout à l'heure, si vous m'avez bien écouté, c'est que l'objectif numéro 1, c'était peut-être de préserver l'activité agricole au sens large. Alors, pour moi, je vais vous dire, les métiers du salariat, ce ne sont pas des métiers sales. Bon, ça c'est un autre problème, et c'est vrai que la profession agricole a toujours eu du mal avec les métiers du salariat. Mais j'ai pas dit que ça allait remplacer ou que ça allait être destructeur. J'ai dit simplement qu'on allait peut-être glisser sur des métiers différents. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Sébastien Prin voulait réagir là-dessus, de l'autre côté. Oui, effectivement, ce qu'on voit, c'est diminuer le nombre de chefs d'exploitation, mais le nombre d'emplois liés à l'agriculture reste relativement stable. Et ce qui génère en fait de nouveaux défis qui sont pour nous aussi facteurs de risque, hein, c'est bien la gestion des ressources humaines, à la fois sur une exploitation et également sur une EDT. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je disais en termes d'analyse d'une exploitation comme d'une EDT, le facteur RH, ressources humaines, est devenu un facteur extrêmement important. On voit effectivement émerger des risques qui sont liés souvent à des mésententes humaines sur les exploitations ou les EDT. Donc c'est peut-être un nouvel axe sur lequel il faudra travailler dans les prochaines années, la capacité à savoir manager des équipes dans le domaine agricole, en tenant compte là aussi des outils numériques qui peuvent grandement aider. Monsieur avait une question ici. Allez-y. Oui, bonjour, Philippe Largeau. Moi, je voulais réagir un petit peu sur ce qui s'est dit tout à l'heure et en lien avec la partie bancaire. Puisque sur la partie bancaire, on a souvent un discours politique et après, on a la réalité de terrain. Je m'explique. On a parlé de charge de mécanisation. Il faut déjà savoir que, malheureusement, on en parlait avec le président de Crédit Mutuel, trop peu d'exploitants agricoles connaissent leur coût de revient. Déjà, un point négatif. Je pense que si l'exploitation agricole déjà commençait à connaître ses coûts de production et ses coûts de revient en mécanisation, ça serait déjà des bonnes bases. Aujourd'hui, la France est numéro 1 en charge de mécanisation au niveau de l'Europe. Ça serait mieux qu'on soit numéro 1 en Europe pour autre chose que ça. Et là où je me retourne vers le système bancaire, c'est que d'un côté, la banque prête aux exploitants du matériel agricole. De l'autre côté, elle prête à une entreprise agricole. Sauf que le regard de la part de la banque est tout à fait différent. Puisqu'elle va prêter du matériel à une exploitation agricole, sans regarder
La rentabilité de l'investissement, elle va simplement regarder la garantie qui est derrière. Donc souvent, sur une exploitation agricole, qu'est-ce qu'il y a en appui? Il y a du foncier, il y a du capital autre, bovin et autres. Et là, on ne va pas regarder forcément l'intérêt économique de l'investissement qui est fait. De l'autre côté, une banque qui finance à une ETA, là par contre, il faut qu'on sorte un pavé comme ça pour déterminer l'intérêt de l'investissement, la rentabilité et l'engagement des clients. Donc là, on est sur deux axes différents. Et je pense que si le système bancaire regardait réellement l'intérêt de rentabilité de l'investissement de la mécanisation choisie, je pense que déjà, il y aurait peut-être eu moins de suréquipement comme il y a eu. Et peut-être prendre en compte tout ce qui a été dit là. Parce que j'entends dire que aujourd'hui, le monde agricole, au niveau de la banque, ça passe aussi par les ETA, tout ça. C'est bien ces discours, mais il faut que sur le terrain, on soit accompagné en tant que tel. Alors, on va demander peut-être à Sébastien Train de répondre. Est-ce qu'il y a deux façons, c'est ça en fait qui est dit, hein, deux façons d'estimer les risques et deux exigences différentes selon à qui on prête? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a évidemment ou du moins une façon hybride d'estimer le risque pour une EDT, dans le sens où l'EDT est souvent une structure hybride entre l'exploitation agricole, par ses rentrées de revenus qui dépendent vraiment du cycle d'exploitation agricole, mais également une entreprise industrielle au sens classique. Et donc, il y a peut-être effectivement une attention un peu plus grande portée sur l'analyse des comptes de résultats et du bilan, plus que l'exploitation agricole. Mais néanmoins, quand j'entends aussi le discours de nos clients sociétaires agriculteurs, ils se plaignent également que lorsqu'ils nous sollicitent pour un investissement, quel qu'il soit, matériel agricole ou pas, on leur demande également énormément de justificatifs. Et ce qui fait, je crois, la force du réseau bancaire en règle générale, mais notamment notre identité bancaire au Crédit Mutuel, c'est celle de la proximité et de la capacité justement à analyser, j'allais dire, l'extra-comptable et la stratégie d'investissement en matériel agricole dans une stratégie globale d'investissement. Et c'est ça qu'on cherche à avoir. Alors on le fait peut-être parfois maladroitement sur les cas individuels, mais vraiment, ce qu'on cherche à faire passer auprès de nos collègues, c'est le bilan global annuel de l'exploitation ou de l'EDT et la stratégie de l'exploitant. Et il convient que ces investissements matériels rentrent dans ces stratégies de l'exploitant. J'insiste vraiment là-dessus. Alors que ce soit une volonté politique de votre niveau, c'est très bien. Mais vous dites que vous cherchez à faire passer ce genre de message à vos collègues. Ben, continuez à le faire passer, je pense que c'est pas arrivé sur le terrain. Ouais, on va s'y employer, mais réellement, je vous assure qu'on s'y emploie. Je peux vous dire même que c'est quasiment notre fil conducteur de l'année prochaine. Alors, vous vouliez réagir également sur les coûts de revient. Alors, peut-être que ce n'est pas assez pris en global en considération, mais je vous rassure que ça bouge, parce que dans tous les groupes, dans les groupes clés, dans les groupes de plaine où les agriculteurs échangent et où on voit que toutes nos marges de manœuvre diminuent, ça fait vraiment partie des conversations qu'on a et des comparaisons qu'on a entre nous. Et même les autres organismes qui nous accompagnent, Chambre, CETA, enfin voilà, il y a ça bouge dur et il y a du conseil là-dessus. Et en tout cas, moi, c'est peut-être parce que je suis JA, mais la banque, elle regarde bien pourquoi j'investis et elle regarde bien. Alors, c'est peut-être pas vrai partout. Très bien. Alors, question, on continue. Ici, oui. Allez-y. Alors, Pascal Cormery, je ne suis pas entrepreneur du territoire, je suis agriculteur personne n'est parfait. Et président de la MSA, donc je vais répondre à quelques aspects quand même. Vous avez oublié un dossier important, c'est la fiscalité. Et tout ce qui est fiscalité et cotisation sociale. Parce que dans l'investissement, le temps que la DFI était présente, ça a amené forcément parfois les centres de gestion, et je le dis souvent à tort,
a conseillé d'investir d'une manière parfois abusive dans l'investissement de mécanisation parce que c'était un moyen de défiscalisation, au détriment parfois même de la réflexion sur les cotisations sociales. Alors je ne dis pas qu'elles sont élevées, pas trop élevées, tout ça. En tout cas, ce n'est pas moi qui fixe le tarif ou le montant des cotisations. Mais en tout cas, elle a amené une réflexion des fois faussée et du fait que ça a amené d'ailleurs des petites retraites et tout parce qu'on ne déclarait pas le vrai revenu. Donc ça, il ne faut pas oublier la fiscalité derrière. Elle joue un jeu important dans la réflexion de l'investissement ou non. Donc ça, c'est un point. Sur une réponse, quand même, si je peux me permettre, sur les revenus. Sur les revenus, effectivement, en 2016, 30% des agriculteurs avaient des revenus relativement faibles. Hein, ça a été annoncé, je l'avais annoncé. Je voudrais quand même mettre un bémol sur le sujet parce que parfois, ça n'a pas été repris d'une manière très précise de la part des grands médias. C'est qu'il y a aussi des grandes variations et des grandes variabilités au sein de chaque production. Et aujourd'hui, dans la production laitière, dans la production de bovins-viande, dans la production céréalière, dans la production arboricole, toutes les productions, vous avez des exploitations qui dégagent du revenu et vous avez des exploitations qui ne dégagent pas de revenus dans la même production. Et quand on regarde quel est le facteur limitant ou le facteur aggravant, c'est la mécanisation. C'est ça qui pose un problème. Et qu'à un moment donné, il faut que, moi je le dis souvent à mes collègues, il faut soit réfléchir à travailler en CUMA, s'il y en a qui préfèrent CUMA, ou de travailler avec les entrepreneurs du territoire, parce que c'est souvent très intéressant en termes de coût final et que ça diminue d'une manière importante notre coût de production et ça améliore notre coût de production. Voilà. Et je pense que là-dessus, il y a une vraie, la profession doit avoir une vraie réflexion sur ce coût de mécanisation qui est souvent, en gros, on devrait économiser 200 à 300 € de l'hectare. Hein. Voilà. Quelqu'un veut réagir là-dessus? Non, pas spécialement. Non, alors, les cotisations sociales ne sont pas forcément uniquement le problème. Je le dis entre parenthèses. Non, parce que... Enfin, le coût de la main-d'œuvre en est un, en l'occurrence. Oui, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Ouais. Je le dis quand même. Il faut savoir ce qu'on veut parce que, moi, tout à l'heure, j'ai eu quelques témoignages personnels de gens qui sont dans la salle. Quand on a des gens qui sont atteints d'une maladie, d'un machin tout, on ne se pose pas la question du coût de notre sécurité sociale et du coût que ça occasionne. Et que chacun d'entre nous, demain matin, on peut être victime d'un accident, d'une maladie et tout. Et je veux dire, on a vite fait de manger le capital qu'on a économisé. Donc il faut faire très attention. Par contre, effectivement, ça engendre, par rapport à d'autres pays voisins, ça engendre des distorsions de concurrence, sauf qu'on oublie de dire que dans nos pays voisins, si je prends les Anglais par exemple, il faut qu'ils se payent. S'ils ne se payent pas le coût, c'est eux qui reçoivent la facture directement. Donc il faut regarder, bon an, mal an, les avantages, les inconvénients que ça occasionne aussi. Il faut faire très attention. Et j'avais déjà exprimé au Mans il y a quelques années, sur une facture de MSA, vous avez les cotisations qui concernent la sécurité sociale et vous avez toutes les cotisations conventionnelles diverses et variées qui concernent d'autres organisations. Donc, faut être prudent sur le sujet. On a entendu le message. Autre question? Oui, moi, allez-y. Gérard Vandorp du Loiret. C'est un peu pour rebondir à notre jeune agriculteur qui est là. En fait, moi, je m'aperçois dans ma région que nombre d'agriculteurs... Je suis ici, au milieu. Il n'y a pas de mal. Nombre d'agriculteurs aujourd'hui prennent la place des entrepreneurs. Je n'en fais, c'est une constatation, c'est pas une critique, mais avec l'augmentation des possibilités de faire du travail à façon jusqu'à 100 000 €, on voit nombre d'exploitants qui prennent des fermes à façon à côté parce qu'ils ne peuvent pas les prendre en fermage. Et donc, c'est une manière un peu indirecte de s'accaparer le marché et le capital sans pour autant faire rester dans les clous. Et donc, effectivement, il faudrait peut-être déjà aussi, au sein des agriculteurs, balayer devant leur porte parce que nombre de vos adhérents sont les premiers à le faire. Alors, allez-y, répondez. Sur ce que vous venez de dire, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Il y a des agriculteurs qui font ça. Après, est-ce que c'est leur faute à eux? Est-ce que c'est la faute parce que le système le rend possible et quand tu as un accès qui est ouvert, l'accès est ouvert et les gens le font? Ça fait partie du problème et les agriculteurs en font partie. On en parlait pour le fermage tout à l'heure. Il y a plein de... Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Je ne peux pas vous dire autre chose.
Alors, moi, je voulais poser, à moins qu'il y ait encore une autre question, sur la question du... Ah ben, levez la main, parce que sinon, je ne vois pas... Ah ouais, ben allez-y. Une question tout là-haut. Ah ben, ça retourne chez ce monsieur du côté des Pays de la Loire. Oui, c'est encore le même, je suis désolé. Ah oui, je vous en prie, on est là pour ça. Hein. Je voulais nous aussi, nous sommes les mêmes. Le sujet de l'aspect de sociabilité, de ce que monsieur a abordé tout à l'heure en disant que le fait d'être en CUMA, il y avait un lien social. J'aimerais bien, à titre personnel, qu'on ne véhicule pas cette information, parce que le fait de faire appel à une entreprise et de déléguer le travail libère du temps à nos clients pour justement avoir un lien social. Parce que pendant que vous êtes sur le tracteur que vous avez acheté avec la CUMA, vous n'êtes pas en train de tisser un lien, vous avez un lien le temps de la réunion, mais après c'est fini. Quand nous, on est en train de faire le travail, vous avez un lien, vous pouvez être avec votre famille. Moi, j'ai eu le cas chez un client où je faisais de la prestation de pulvérisation. Les heures d'intervention, ce n'est pas en pleine journée, c'est bien sur les heures où vous êtes censé être chez vous avec votre femme. J'avais fait à l'époque au lycée agricole de Rouillon la réflexion où j'avais dit, vous verrez que le jour où vous déléguerez la pulvérisation, votre femme sera contente parce que vous serez à table avec elle et avec vos enfants pendant que nous, on sera en train de faire les traitements. Et aujourd'hui, le lien social que vous voulez, qui est possible, il est aussi grâce à nous, parce qu'on va vous libérer du temps pour pouvoir assister à des réunions, pour pouvoir sortir avec votre femme pendant que nous, on sera en train de travailler. Mais ça sera toujours vous, c'est là où je veux qu'on en revienne, il faut que ce soit quand même l'exploitant qui reste décisionnaire. Dans la délégation, il ne faut pas déléguer la vente du produit, les achats de produits et tout ça. Il faut rester décisionnaire. Nous, nous sommes les intervenants. Ah ben, elle s'adresse à vous, la question, hein, monsieur. Mais après, c'est peut-être pas de ce lien social-là dont vous parliez avec les CUMA, c'est-à-dire peut-être plus un partage d'expérience. Ou... Allez-y. Après, quand je parlais tout à l'heure de lien social, c'est plus les relations qu'on peut avoir avec nos voisins, l'entraide qu'on peut avoir, et le fait de se connaître, de faire des investissements avec, de savoir comment l'autre fonctionne, qui peut d'ailleurs soulever d'autres questions et se dire bah oui, finalement toi aussi tu as besoin de ça et j'en aurais peut-être besoin. Après, sur l'histoire d'être avec ses enfants, etc., je pense que c'est ce que tout le monde recherche. Même le salarié qui pulvérise, s'il s'en va tous les matins de sa semaine de travail tout le temps à la même heure, le problème il va se retrouver de l'autre côté. J'allais dire, tout ça c'est une question d'équilibre. J'allais dire, ça fait partie du pacte quand on se fait un mari et quand on est agriculteur ou qu'on se marie pas, peu importe, mais quand on vit en famille, il y a des moments, quand c'est le printemps, on part le matin, puis l'hiver, on rentre plus tôt le soir. Enfin, voilà, ça fait partie du métier et ça n'empêche pas d'avoir des liens sociaux et des enfants. Et des enfants. Merci de la précision. Il y avait une question. Encore une autre? Non? Moi, j'avais une question sur le vieillissement, puisqu'on évoquait tout à l'heure l'âge, 48% de la population des agriculteurs qui a plus de 50 ans. Est-ce que c'est constaté également chez les ETA? Et par ailleurs, qu'est-ce que ça implique en termes si je puis dire, à la fois de difficultés sur la modernisation, sur la numérisation, sur les technologies, etc. Quelle problématique ça pose? Alors, le vieillissement est un problème majeur pour une profession qui n'a jamais eu en son sein autant de personnes âgées, mais surtout des personnes âgées incertaines de voir leur entreprise reprise. Enfin, c'est ça qui est problématique. C'est-à-dire que si encore on avait une population âgée qui avait pour horizon notamment 50% de reprise, mais là on se rend compte que moins de la moitié de ces gens qui vont partir à la retraite d'ici 10 ans ont un repreneur potentiel. La question elle est là, et c'est vrai que les agriculteurs c'est comme les curés, c'est vrai que ça a une pyramide des âges sur la tête, ça c'est clair, et c'est vrai qu'il n'y a jamais eu aussi peu de jeunes dans cette profession. Mais pourquoi? Parce que il faut pas oublier une chose, c'est que en fait, cette profession, elle est le fruit d'une construction sociale et politique. Si on a encore des agriculteurs sur notre territoire, c'est qu'on l'a voulu à un moment donné de l'histoire. Et je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui nous rappelle cette réalité historique. Donc, avoir des agriculteurs sur le territoire, ça ne va pas de soi.
Avoir des jeunes agriculteurs sur le territoire ou des jeunes entrepreneurs, ça ne va pas de soi. Ça veut dire qu'il faut que des dispositifs de politique publique accompagnent aussi ces mécanismes d'entrée dans les métiers. Alors je ne peux pas répondre par rapport au vieillissement de la population des ETA, j'ai pas de données, hein. Je raconterai des bêtises. Je pense que la fédération dispose de données sur l'âge des entrepreneurs, j'en ai pas pour ma part. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont recours aux travaux agricoles sont des gens qui le plus souvent sont entre 55 et 65 ans. Alors, non, c'est monsieur qui voulait répondre également, pardon. Non, cette question du vieillissement de la population, pour moi, elle est vraiment essentielle à travers la question de la transmission de l'outil, je le dis. Hein. C'est une question éminemment capitale et capitalistique. 10-15 ans, nous, on estime qu'il faut commencer à penser sa transmission 10 à 15 années avant la transmission, avec des questions qui doivent se réfléchir au préalable, à la fois celle de l'évaluation de son capital, évidemment, hein, c'est le fruit de son travail, celle de la préparation de la baisse de revenus au moment de la retraite, et donc aussi de la gestion du patrimoine qui va émaner de ce capital. La question également de limiter la fiscalité au moment de la transmission du patrimoine. Et donc ça aussi, ça se prépare très, très en amont. Et puis la question de la pérennisation de l'outil, de la transmission aux cédants et de la pérennisation des emplois sur la structure qui va être prise par le cédant. Donc 10-15 ans, c'est vraiment cela. Et c'est encore une fois pour ça qu'on a mis en place avec la Fédération nationale un petit kit qui aide à réfléchir à la transmission de ces outils. Très bien. Bah, écoutez, on va prendre peut-être une dernière question, parce que je pense qu'on va bientôt arriver au moment de conclure. Allez-y, monsieur. Oui, Régis Massé, toujours président des Côtes d'Armor. On a connu les fermes à 50. Moi, je suis arrivé, ils étaient à peu près vers 100, 150 hectares. Elles sont passées à 300. Maintenant, elles sont à 500. Là, on a quelques-unes à 1000. Donc on a des méga structures, on commence à avoir des méga structures. Donc on se dit peut-être que le prochain coup, puisque de toute façon comme elle diminue, donc celles qui vont être à 1000, il va en avoir 3 de 1000. Et demain ça sera des 2000. Voilà, je ne sais pas comment voyez-vous l'avenir, mais moi on voit que maintenant ce sont quand même des grosses méga structures. Et le problème de qui va pouvoir reprendre ces méga structures. Moi, sur mon territoire, on voit aujourd'hui des sociétés qui ont dégagé de l'économie sur autre chose, qui reprennent des grosses fermes et qui en refont des plus grosses. Donc, et ceci pose des questions même aux agris locaux qui se disent mais nous, on ne peut pas se payer ça, parce que notre revenu laitier ne peut pas se payer ça. Je ne sais pas, comment voyez-vous? Est-ce qu'on va avoir des 3000, des 5000, des 10 000? Il y en a déjà dans certains secteurs. Alors, allons-y, réponse rapidement. Moi, je pense que les petits ne sont pas appelés à devenir des moyens, et les moyens ne sont pas forcément appelés à devenir des très grands. C'est-à-dire que contrairement à ce qui s'est passé au moment de la modernisation de l'activité agricole, après-guerre, où les paysans étaient appelés à devenir des agriculteurs, je pense que ce qui risque d'advenir, c'est la nécessité de voir coexister différents modèles. C'est-à-dire qu'on a un éclatement aux marges qui est très très grand. Il n'y a jamais eu autant de très grandes exploitations et de très petites exploitations. La question qui se pose, c'est celle du ventre mou et de l'exploitation moyenne, qui, elle, disparaît encore plus vite en France que dans d'autres pays. Ça, c'est une vraie question qui est posée aux politiques français, c'est-à-dire comment on enraye en fait la vitesse de disparition de cette structure moyenne qui n'est même plus appelée à devenir une grande. C'est ça, en fait, les difficultés aujourd'hui qui entourent le monde agricole sont liées à cet éclatement aux marges et à la nécessité, parce qu'en fait, il y a des petites qui voudront rester petites et qui n'auront pas les moyens de devenir des moyennes ou des grandes. Vous voyez ? Donc l'enjeu, c'est comment on fait coexister tout le bazar. Et où sont les capitaux? Et où sont les capitaux? Parce que certaines grandes, de toute façon, elles ne se fixent pas comme objectif la transmission. Elles existent à un moment donné, elles disparaîtront à un moment donné.
Et elle ne résonne pas. Si vous voulez, moi qui travaille maintenant sur plutôt une sociologie des nouveaux patrons de l'agriculture, vous avez des patrons en agriculture aujourd'hui qui ne raisonnent pas en termes de transmission. Ils raisonnent à court terme en termes de profit et en termes de construction d'un centre de profit. Ils ne raisonnent pas comme d'autres agriculteurs. L'agriculture, pour terminer, c'est tout à la fois des artisans, des commerçants et des grands chefs d'entreprise. C'est un monde qui est très divers, très éclaté, avec des logiques économiques très variables et très diverses. Juste un dernier mot. Mais c'est un peu... on parlait tout à l'heure de la transmission, là, la question avec les grandes fermes, on a parlé tout à l'heure un peu du statut de l'agriculteur, et tout ça c'est un petit peu lié quand même, à mon avis, où le statut de l'agriculteur est important pour essayer de maintenir des outils auxquels qu'on a envie de maintenir. La question c'est pas tant de savoir est-ce que le salarié il est chez l'agriculteur ou chez l'OTA, j'allais dire à l'échelle de l'agriculture, ça c'est peut-être un petit problème, c'est le fait de qui va détenir les capitaux, et quel va être le devenir des fermes. Bon, il y a eu quelques domaines de vignobles ou de grandes cultures qui ont été reprises par des fonds d'investissement chinois il y a peut-être quelques années maintenant, mais il y en a sûrement d'autres qui se font sans qu'on le sache. Et la question centrale est là, et de maîtriser qui produit quoi à quel endroit, et dans un jour de plus grande tension alimentaire, s'il y a un accaparement par certains, c'est valable dans d'autres pays que chez nous, mais où repart ce qui a été produit par rapport à la population locale, voilà, on n'en est pas là, mais ça peut arriver. Et sur le fait des modèles qui coexistent, même si je regrette qu'il y a des grandes fermes qui partent au travail à façon et que ça fait plus, j'ai observé aussi que en Normandie, et encore plus dans le département de l'Eure que je connais, on a eu 50 jeunes qui se sont installés cette année et que ça n'a jamais été autant depuis 10 ans, alors que le marché foncier est fermé, parce que ils ont vu qu'il y avait une porte qui était fermée, et les jeunes ils sont là, soit ils mettent le pied dans la porte, soit ils en ouvrent d'autres, et de la diversification, de la vente directe, des choses comme ça, et voilà, tout est pas perdu quand même, quoi. C'est bien de terminer sur ce message plutôt optimiste. Merci à vous tous.